bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette réunion publique. Du coup, on va commencer par une présentation rapide de la réforme judiciaire que nous propose le gouvernement ce soir. Du coup, bonjour Madame la gouverneure, Monsieur Bogart, conseiller. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup la réforme judiciaire que vous souhaitez mettre en place? Pas de souci. Bonsoir à tous. Nous sommes ici pour discuter et vous présenter notre loi sur la réforme judiciaire. Donc on va vous la présenter dans les grandes lignes et ensuite on va répondre à vos questions. Je tiens à rappeler une règle simple et basique qui vous sera demandée de la politesse et du respect lorsque vous posez votre question, cela va sans dire. Dans un premier temps, pourquoi cette loi et pourquoi maintenant? Donc vous n'êtes pas sans savoir que cette loi est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit lors de mon mandat précédent ou même ensuite entre les deux mandats. On estime qu'il y a besoin d'une justice juste, équitable et surtout impartiale. Notre système jusque-là marchait, mais était perfectible. Combien de fois est-ce qu'on a pu entendre qu'il y avait de l'inégalité, que tout le monde n'était pas jugé de la même façon, que vous étiez déçus par certaines décisions ou des prises de position? Donc on a à ce moment, et sur la suggestion de membres du parti, commencé à réfléchir à ce sujet. Concrètement, la loi des juges, c'est quoi? On veut introduire dans notre département de justice les juges. Ils seront financés par le gouvernement, mais en aucun cas, ils seront soumis aux directives gouvernementales. Il n'y a pas de lien hiérarchique. Ils seront indépendants et impartiaux. Les juges, ils seront nommés par l'Assemblée pour des mandats de 12 semaines. Il y en aura 3 au total. Pour éviter une vacance de poste ou un reproche quant à l'impartialité ou la politisation d'un juge, il a été prévu que toutes les 4 semaines, un nouveau juge serait nommé. Ce qui veut dire, au vu de notre planning électoral actuel, à chaque nomination, il y aura un, voire 2 membres de l'Assemblée potentiellement différents. Ce qui pourra donc porter votre voix à vous, les citoyens, pour nommer ce juge. Et rectifier si jamais vous, les citoyens, vous voulez donner de votre voix. Une fois nommé, un juge, il aura plusieurs responsabilités. Je vous en donne certaines, les autres, elles sont plus explicitées dans la loi qui vous a été fournie. Donc d'abord, de s'assurer de rendre une justice juste et équitable tout le temps. Ce sera aussi de rendre des jugements sur les affaires qui lui sont présentées. Donc, vous pouvez retrouver tous les types d'affaires dans la loi. Ils auront la même attribution que le BDP sur les relectures de lois qui sont proposées par le gouvernement ou même l'Assemblée ou même vous, les citoyens. Et concrètement, dans quel cas on a un jugement face à un juge et dans quel cas on ne l'a pas. Dans le cadre d'un délit commis avec un suspect pris sur le fait, donc on appellera ça un flag pour plus de simplicité, on garde la façon de faire qu'il y a déjà. Donc pris en flag, le suspect est arrêté, amendé par les forces de l'ordre, si multirécidive par le proc. Si jamais vous restez convaincu de votre innocence, vous pouvez, c'est votre droit, de contester l'amende initiale et donc de demander un jugement devant un juge. Donc là, vous rentrez dans un processus où vous serez emmené en garde à vue, où les conséquences d'une fausse contestation vous seront expliquées. Si vous réaffirmez votre contestation, alors vous aurez à payer une caution et vous aurez une date de passage devant un juge qui rejugera l'entièreté des faits. Et il rendra à la suite de ça une décision de justice. Qu'on soit bien clair, la caution ne sert que à s'assurer de la représentation du prévenu lors de l'audience, que ce soit via un avocat ou via le client lui-même. Dans tous les autres cas, à part le flag, dans tous les autres cas, les enquêtes, les plaintes de citoyens contre citoyens, les patrons contre employés, employés contre patrons, enquêtes internes, enquêtes administratives, les enquêtes financières, tout ça, ce sera jugé par un juge. Donc voici dans les grandes lignes. Et maintenant, on attend avec impatience vos questions. Donc on va désormais passer à la phase de questions, comme dit et répété, merci de faire preuve de politesse lors de celle-ci. Un micro va passer normalement dans le public, que vous pourrez utiliser pour poser vos questions. Bonsoir. Ma première question porte sur l'élection des juges, à savoir donc vous avez un peu insisté, mis en valeur en tout cas le fait que la voix de l'ensemble de la population de San Andreas sera écoutée, étant donné qu'entre autres, parmi les élections, les élus, les gens qui peuvent élire les juges, il y a les représentants, des représentants employés
entre autres choses. Mais du coup, qu'est-ce qui est prévu pour qu'on puisse, nous, en tant que représentants employés, en tant qu'employés, discuter avec nos représentants sur qui est-ce qu'on voit bien en tant que juge? Parce que là, typiquement, vous avez présenté votre réforme à l'Assemblée, donc entre autres représentants des représentants employés, et par un souci de confidentialité, ils n'ont pas pu en discuter avec les autres représentants employés. Donc ça m'inquiète un petit peu cette représentativité. Alors, en tout cas pour la notion des représentants des commissions, il est de votre devoir en tant que représentant d'employés d'entreprise de voter, en tout cas d'élire le représentant qui exprimera au mieux votre point de vue et votre opinion. Ça, c'est on va dire une notion interne à la commission. C'est à vous, c'est de votre responsabilité à vous, les employés, d'élire la personne que vous estimez, là, qui représentera et qui vocalisera le mieux vos inquiétudes et vos besoins. Vous avez le droit, si vous savez par exemple, étant donné qu'on ne se cache pas sur les semaines de nomination des juges, elles sont très clairement explicitées dans la loi. Vous avez le droit en amont de dire à votre représentant, nous on voudrait un juge plutôt, je sais pas moi, plutôt axé sur les affaires civiles, plutôt axé sur machin. Vous avez le droit en fait de donner votre avis à votre représentant. Elle est là pour la représentante ou le représentant est là pour en fait être votre voix. Vous lui faites confiance en lui donnant votre vote. Donc après, je ne sais pas comment est-ce que vous avez élu votre représentante. Ce n'est pas à moi de m'immiscer là-dedans. J'espère juste que vous avez conscience qu'en choisissant votre représentant, vous choisissez une ligne directrice. Vous lui donnez votre voix. Donc, à vous, les représentants, et de lui faire confiance et de lui dire ce que vous voulez. Oui, les dossiers qui sont fournis à l'Assemblée sont confidentiels pour éviter tout problème de conflit d'intérêts et surtout de corruption qu'on pourrait avoir ou de favoritisme, on pourrait dire. Donc les délibérations et les dossiers sont confidentiels. Par contre, les votes seront publics. Voilà. Donc vous voulez instaurer des juges pour rendre une justice plus juste et plus à l'écoute des citoyens, mais les citoyens ne pourront pas davantage être écoutés au final. Alors, les citoyens peuvent être écoutés via leurs élus, donc les élus locaux, donc c'est-à-dire les municipales, et le gouvernement. Ça fait déjà 3 voix sur 5. Si en plus ils font partie d'une entreprise, ils peuvent avoir en plus le représentant des employés qui peut demander à ce que leur représentant de commission nomme ou appuie une candidature plus orientée sur un choix ou un autre. Vous lui faites confiance, c'est comme ça que marche la commission. Si vous souhaitez changer le fonctionnement de la commission, je peux l'entendre et dans ces cas-là, je serais ravie de discuter un changement de loi avec vous. Pour l'instant, la commission marche comme ça. Merci, je vais rendre le micro. Et c'est tout bon, on va pouvoir reprendre. Du coup, monsieur, on vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. J'avais une question liée à la caution et liée un peu aux procédures. On est d'accord que vous avez instauré les juges pour une meilleure justice, tout ça, tout ça. Alors que j'ai un peu l'impression que la caution freine un peu les gens à vouloir procéder à cette nouvelle procédure que vous voulez mettre en place. Plus, on va dire, cette garde à vue, si on refuse plus ou moins, en tout cas on conteste l'amende qui doit être mise. Et vous présentez ça comme si la personne voulait être sûre. À certains, j'ai l'impression que c'est comme une mise sous pression à ne pas aller jusqu'au bout, plus une caution pour aller jusqu'au bout, alors que pourrait instaurer juste une amende de non-présentation au jugement, tout simplement. Ça éviterait tout ça, quoi. Non? Alors, bonjour, je vous remercie pour votre question. Hem, un point qui doit être très important pour nous, et qu'on veut rappeler aujourd'hui, c'est que le fait de pouvoir contester et d'aller à un jugement est un droit
inaliénable et si dans la description du texte, il apparaît comme une forme de mise sous pression, ça n'est pas l'objectif, ça pourrait être vu. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'expliciter peut-être un peu les choses. La caution, elle est là, elle a un objectif simple qui est d'assurer que la personne qui conteste se rendra effectivement à son procès. C'est contraignant, on est d'accord, c'est l'objectif. Maintenant, sur le motif de la contestation, j'ai envie de dire que c'est à la discrétion de tout un chacun. C'est dans son âme et conscience, oserais-je dire. À savoir que si vous considérez que vous êtes inculpé pour de mauvaises raisons, que vous êtes innocent, vous avez le droit de contester. Quand bien même vous auriez tort, quand bien même au jugement, il vous serait reconnu qu'en fait, les conditions étaient favorables à votre inculpation. Dans ce cas-là, vous récupéreriez votre caution, moins l'amende, majorée de 40% pour frais de justice. Dans une limite d'ailleurs. Nous y reviendrons là-dessus, c'est dans une nouvelle version. Je tiens d'ailleurs à dire que le travail que nous avons fait avec Madame la gouverneure la version qui a été proposée au Weasel News est une version sur la partie du code judiciaire, donc, dont nous parlons à l'instant, qui peut et qui est encore, qui est déjà modifiée, et qui continuera de l'être avec les retours que nous aurons, les questions à vôtre, voilà, ce soir. Donc je tenais à préciser cet aspect-là sur le code judiciaire. Et donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais si je résume, ma réponse, c'est il n'y a pas de pression, c'est votre droit et c'est un droit pour vous permettre d'exercer, je dirais, votre libre conscience. Vous m'avez bien répondu. Vous avez dit comme quoi la caution a aussi un but de contrainte dans toutes ces procédures. Merci. Je vous en prie. Si du coup la personne conteste, mais n'a pas les moyens de payer la caution du coup à hauteur de 4 fois la maximale, qu'est-ce qui se passe du coup dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il se passe ce qui se passe actuellement quand on est pris pour une amende et qu'on n'a pas les moyens de la payer. Voilà. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui arrive. C'est quelque chose avec lequel on peut vouloir discussion, on peut considérer que ça fonctionne correctement ou pas. Le fait est que c'est comme ça. Donc on va continuer de suivre le même principe. Maintenant, encore une fois, il y a une différence. La différence, c'est que la caution, encore une fois, ce n'est pas une obligation, à l'inverse de l'amende. La caution, c'est pour exercer le droit, ton droit, car on considère qu'on est innocent ou qu'on conteste des modalités, la légitimité d'une procédure. C'est très important de bien rappeler qu'il y a cette différence-là. Maintenant, j'ai envie de dire, comme tout un chacun, on a la possibilité, dans ce cas exceptionnel, où on est accusé pour quelque chose que nous n'avons pas commis, de trouver des ressources diverses et variées pour subvenir à cette caution que l'on veut payer et qui, si nous sommes dans notre bon droit, nous sera rendue. Alors, de toute façon, si nous nous présentons au procès, au moins partiellement, et si nous sommes innocentés, complètement. Voilà pour ma réponse. Très bien, merci. Et du coup, on va enchaîner avec la prochaine question. Bonjour, Maître Moser. Dans tout le code qu'on a vu sur le Weasel, il n'y a aucune fois mentionné le mot avocat. Est-ce normal ou pas? Alors, la présence des avocats et surtout le rôle des avocats ne change pas. Donc nous, dans notre proposition de loi, on ne voyait pas l'utilité de changer le rôle des avocats. Vous avez toujours le droit de représenter votre client, de parler en son nom, de le représenter d'un point de vue légal. Vous avez toujours le droit d'avoir des actions à sa place et par exemple, de vous présenter à sa place pendant les tribunaux. Ça serait bien d'avoir marqué ça, au moins. En fait, votre rôle ne change pas. Donc nous ne voyons pas l'intérêt de dire que vous avez le droit alors que c'est déjà écrit plus bas dans la représentation au niveau du code judiciaire. Donc quand vous indiquez que la personne a le droit à un médecin,
Pourquoi vous n'avez pas marqué qu'il avait le droit aussi d'un avocat? Ça, c'est le. Ça n'a pas été changé. C'était déjà dans la loi d'avant. Mais si c'est une coquille, en effet, on s'excuse et on la corrigera. C'est juste que là-dessus, ce comportement n'a pas changé depuis la loi d'avant. Ce n'était déjà pas écrit. D'accord. Ok. Euh, ok. Mais Et sinon, pour tout ce qui est euh, l'accord à l'amiable, etc., dans tous les cas, vous avez le droit de représenter votre client et de négocier en son nom. C'est votre prérogative en tant qu'avocat. alors, on peut revenir sur la question d'avant, parce que Oui. j'ai pas compris ce que vous avez mis comme information complémentaire quand la personne ne peut pas payer. Comment elle peut faire si par exemple c'est une nouvelle personne qui vient sur l'île, qui a commis un délit et qu'elle n'a pas d'autre moyen que d'accepter le fait de pas aller devant le juge parce qu'il n'a pas les moyens de payer le Alors, juge. je vais vous répondre, monsieur. En fait, le droit de contester Oui, un fait qui nous est reproché, c'est parce qu'on considère qu'on est innocent. D'accord? Donc une personne, dans l'exemple précis, je reprends vos mots, l'exemple ouais. précis d'une personne qui vient d'arriver et qui fait un délit et qui est arrêtée, peut-être que son intérêt, pour le coup, c'est plutôt de négocier avec le policier, de trouver un accord avec le policier, et de voir ce qui est possible, c'est-à-dire précisément ce qui se fait à l'heure actuelle. Ça bouge pas. Ouais, d'accord. Je tiens à le dire, la discussion avec la police, c'est pas à nous d'ailleurs d'y dire quoi que ce soit là-dessus. C'est le fonctionnement voilà, actuel, on n'y touche pas à ça. Nous, on amène un droit en plus. Si la personne considère qu'elle peut gagner au procès, parce que c'est quand même l'objectif, c'est de gagner à son procès parce qu'elle considère qu'elle est innocente. Dans votre cas précis, monsieur, eh bien moi, si j'étais avocat, je conseillerais à mon client de reconnaître les faits, vu que vous, dans votre cas, il l'a bien fait. Vous voyez ce que Ouais, je veux mais dire? vu que s'il se fait arrêter par les flics et s'il l'a pas fait, par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et que les flics l'arrêtent lui, il aura aucun moyen de prouver que c'est pas lui qui l'a fait devant le policier, donc il aura forcément l'amende à payer et il pourra pas aller devant le juge parce qu'il n'a pas les moyens de payer l'amende pour aller voir le juge. Alors, juste une petite précision aussi, c'est important. Le procès a lieu au maximum, enfin, a lieu dans les 48 heures, d'accord, Ouais, de mais il peut l'action. pas payer, Attendez, donc il peut attendez, pas. Ouais, attendez, laissez-moi finir. Euh, cette personne a le droit à un avocat. On est d'accord, vous êtes avocat, oui, oui. d'accord. Euh, du coup, moi, si je suis vous, bah, si la personne est sûre, si elle a rien, si elle peut gagner son procès, euh, si son avocat il lui conseille d'aller au procès, on est d'accord. Vous êtes Ouais, d'accord mais avec vu moi? qu'il n'y a aucune loi qui indique qu'il peut avoir un avocat, je suis pas sûr qu'il va il va appeler un Non, avocat. alors, on dévie un petit peu de la question et je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre aussi la parole, mais Ouais, ce ouais, que non, je peux mais pas juste de vous problème. dire, c'est que le droit à avoir un avocat, il existe, il bouge pas. Voilà, il y a pas de, il existe déjà, donc il n'y a rien qui bouge de ce côté-là, encore une fois. Et peut-être que c'est aux avocats de, encore plus, selon de ce que vous me dites, plus communiquer sur ce droit-là, peut-être, et peut-être que aussi d'autres instances gouvernementales peuvent le faire, et peut-être le gouvernement, et c'est un point sur lequel on peut réfléchir, on peut discuter. Maintenant, encore une fois, quelqu'un qui a commis un délit et qui veut contester ce délit, c'est peut-être pas le meilleur chemin Oui, à prendre. Voilà, c'est tout ce que je dis. d'accord. Merci. Ok, merci. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kevin Lapie, je suis représentant du syndicat des avocats. J'aurais voulu savoir, du coup, pour cette histoire des 40% qui pose un peu problème, déjà si vous pensez qu'on peut en rediscuter pour trouver des arrangements ou si vous pensez que cela est définitif. Et de deux, imaginons que dans le cas où, par exemple, on m'accuse de non-respect du code des institutions, j'ai pas d'argent, j'ai $0 sur mon compte en banque. Je suis sûr et certain que je suis pas coupable. Et je voudrais faire un recours. Donc vous êtes en train de le dire et de le valider devant tout le monde que ce n'est pas possible, par exemple. Si j'ai bien compris. Alors, excusez-moi, la caution, je tiens à préciser, elle ne s'applique que dans le cas uniquement auquel c'est un flag. Comme expliqué dans mon préambule, on ne parle que des flags
pour les cautions. Vous n'aurez pas de caution si vous si vous êtes sous le coup d'une enquête et que vous allez devant le juge dans le cadre de votre enquête. Là, il n'y a pas de caution, donc le sujet n'est pas... Il n'y a pas de sujet. Quant à la première question, les 40%, il nous a été remonté que dans le cas d'un crime grave qui ensuite amène au pénitencier, on peut se retrouver sur des montants d'amende qui peuvent être défiant toute concurrence. On a estimé que, en effet, on va mettre un plafond sur ces 40%. Donc ce sera 40% dans la limite, tant que ça ne dépasse pas 60 000 $. Sachant que ce sera la nouvelle version qui sera sortie donc, du code judiciaire. Et donc, en effet, on annote, enfin, pas on annote, mais on ajoute cette condition de plafonnement. Voilà. D'accord, très bien. Et merci pour les réponses. Du coup, pour la première question, est-ce que vous pensez que tout ce qui est aujourd'hui communiqué aux citoyens par rapport à la réforme peut être encore discuté, ou est-ce que vous êtes fermé à des changements? Puisque aujourd'hui, il me semble que vous avez la réforme de la justice que vous avez préparée, vous l'avez fait de votre côté sans... Alors, je sais pas le groupe de travail que vous avez pris, en tout cas pour nous, le syndicat des avocats, en tout cas, aucun de nous n'a été consulté, ou au moins pour faire une première présentation et avoir des retours. Et de plus, vous arrivez déjà en fin de mandat, mais vous prenez le mandat par intérim suite à une des citations, vous n'avez pas été élu et vous trouvez ça normal de passer une réforme de la justice en fin de mandat? Alors, pour répondre à la première demande, ce soir, et Bruce l'a déjà dit, nous sommes ici pour entendre les citoyens, votre avis, vos retours, et surtout d'être capable de discuter. C'est aussi pour là qu'on est. Pour là qu'on est. Vous avez compris. Bref, excusez-moi. C'est pour là qu'on est ici et que on veut qu'il y ait un dialogue. Concrètement, oui, la loi sera amenée à changer. Oui, vos retours sont importants. Et oui, on les prendra en compte. On ne dit pas qu'on dira oui à tout le monde, qu'on soit bien clair. On ne peut décemment pas dire oui à tout le monde. Toute proposition sera évidemment consultée, négociée s'il y a besoin, avec des compromis ou tout simplement mise de côté. Qu'on soit bien d'accord, nous avons fait voter l'Assemblée sur le code des institutions et non pas le code judiciaire, puisque le code judiciaire ne requiert pas l'approbation de l'Assemblée. On l'a évidemment présenté à l'Assemblée puisque c'était un package. Donc le code des institutions, si lui devait venir à être changé, évidemment, on devrait le faire repasser par l'Assemblée. Par contre, le code judiciaire, c'est à notre seule main. Évidemment, il faut qu'il soit validé par le BDP, mais ça, c'est le comportement, on va dire, normal de toute loi. Donc oui, en effet, on est ouvert à la proposition. Quant au fait de dire que nous n'avons pas consulté les avocats. Alors en effet, nous n'avons pas consulté le syndicat des avocats. Nous avons consulté par contre des avocats. Que ce soit pas vous, je suis désolée, il y a 11 avocats dans notre État référencés. Peut-être que nous n'avons pas consulté ceux qui faisaient partie de votre syndicat, mais en tout cas, des avocats ont fait partie du début à la fin des négociations et nous avons été plusieurs fois, même maintes fois, challengés et renvoyés dans nos bottes par les avocats qui estimaient que notre loi n'était pas bien faite. Donc ça, on l'a entendu. Ensuite, pardonnez-moi, j'ai oublié la dernière question. Ah oui, la fin du mandat. Oui, la fin du mandat, excusez-moi. Oui, fin du mandat et la mise en place par votre gouvernement, du coup. Est-ce que en la effet, légitimité notre gouvernement est arrivé de manière inopinée et surtout pas choisi par les citoyens. Ça, on est d'accord, on en est tous conscients. Madame Flores et moi les premières. Je tiens à préciser, nous n'avons pas été consultés. Il était vaguement envisageable de hypothétiquement dire non. En gros. Donc, concrètement, on est arrivé sur un gouvernement qui était inexistant depuis 2 semaines, je crois, avec l'intérim qui a été assuré avec brio par le BDP, qui ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres. Et donc, nous avons récupéré un gouvernement en l'état. Donc, en effet, nous avons décidé, enfin, j'ai décidé, puisque là, c'est mon rôle de gouverneur, de pousser une réforme comme ça. Elle était
dans notre programme. Elle était dans le programme de Madame Johnson et Monsieur Anderson. Ils sont venus me voir et par des concours de circonstances où j'ai refusé de les aider quelques jours avant leur fin de fonction. Eux la poussaient aussi. J'ai appris qu'il y a quelques semaines, enfin pas quelques semaines, quelques jours, excusez-moi, des partis politiques se sont réunis pour discuter et faire cette loi, sans nous avoir demandé aussi. Donc concrètement, tout le monde la veut, cette loi. Donc nous avons décidé d'agir, nous avons décidé de la proposer, nous avons décidé de la faire le plus rapidement possible, sauf que vous comprenez qu'une loi aussi grosse que ça, concrètement, ça prend du temps, ça prend des échanges, ça prend de la discussion, de la négociation et du compromis. Et donc concrètement, on n'allait pas faire ça la première semaine de mandat, surtout avec la crise sanitaire qu'il y a eu à l'époque. Et donc concrètement, on arrive, oui, en effet, au milieu de notre mandat, ce qui est quand même que 3 semaines après le début. Donc, en effet, vous pouvez penser que nous sommes illégitimes de la faire. D'un autre côté, si vous estimez que nous sommes illégitimes, élisez le prochain gouvernement qui fera tomber cette loi. Bonjour, Madame Collins, enchantée. J'aimerais rappeler que je trouve que cette loi manque de réalité du terrain énorme. Pour le coup, quand on parle de droit de contestation, ce droit de contestation nous donne le droit d'aller en garde à vue, où j'ai l'impression que la majorité des gens pensent qu'en garde à vue, on prend le thé avec des cookies. J'aimerais rappeler quand même, en prenant l'exemple de l'avocat d'avant, pas Monsieur Lapi, mais de l'autre, que si effectivement la personne n'a pas fait de méfaits, qu'elle n'a que très peu de moyens, mais que le seul moyen qui est donné par le gouvernement actuellement, c'est de plier les chines et de payer l'amende, sinon elle mourra de faim pendant quelques semaines le temps que la Cour de justice soit faite, je trouve ça quelque peu moyen. J'aimerais du coup avoir un avis là-dessus sur... vous pensez pas que ça va mener à la précarité et la rupture de dialogue, votre loi? Alors, merci pour votre question, madame. Pour répondre simplement, non, mais je vais développer. Première chose, c'est que cette loi, encore une fois, elle donne un droit, sans enlever aucun autre fonctionnement, aucune procédure, aucun autre droit déjà présent. Le droit de la discussion existe et existera toujours. Je veux dire, enfin, ça, ce n'est pas à nous de toute façon de statuer là-dessus, mais il existe, on n'y touche pas. C'est un droit en plus pour contester dans le cadre où l'on considère que l'on est innocent de ce qui nous est reproché. Ça, c'est un premier point. À aucun moment, il me semble, dans la loi, il n'est écrit que la garde à vue est un moment plaisant. On est bien d'accord. Il reste que ce dispositif de garde à vue permet la notification des droits de quelqu'un qui est non pas soupçonné. Je tiens, de par la discussion que nous avons eue juste avant, à rectifier ce point-là. Actuellement, dans le code judiciaire, le mot soupçon existe. Dans la proposition que nous avons faite, nous n'avions pas touché cette phrase-là. Donc le mot soupçonné est toujours là. Article 2.1. Dans la version modifiée du code judiciaire que nous proposerons, ce mot sera changé. Il l'est déjà dans l'élément de travail, je tiens à le dire. Donc, deuxième chose pour répondre concrètement à votre question, madame. La garde à vue est le moment où nous pouvons, où la personne a l'accès à son avocat, a l'accès à un membre de l'état-major ou un procureur en fonction de la situation qui lui notifie les risques, car il y en a, de contester pour la personne, justement, de payer plus cher si elle perdait son procès, ou si elle ne se rendait pas à son procès, de perdre intégralement sa caution. Et donc là, pour le coup, oui, ce serait problématique pour la personne éventuellement. Et cette garde à vue permet de notifier tous ces droits-là. Encore une fois, d'une personne, on parle bien, et on parlera toujours de ça, d'une personne qui est prise en flagrant délit.
Voilà. Quant à la précarité et au reste, précarité, je ne vois pas madame, parce que c'est un droit en plus. Donc je ne crois pas qu'un droit en plus soit une précarité en plus. Si vous me permettez de vous répondre, une précarité, c'est quand nous n'avons pas les moyens de payer une amende et que nous sommes dans le négatif. J'aimerais bien savoir comment vous payez de la nourriture quand vous êtes dans le négatif. Mais soit. Ce que vous dites se tient si on oublie la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est quoi? C'est que maintenant, des gens, des fois, sont arrêtés juste parce que leur gueule ne revient pas aux policiers. Donc, la personne est innocente, et pour pouvoir prouver son innocence, elle est obligée de passer un moment en garde à vue où elle va être entièrement fouillée. Donc, le droit humain, on oublie. Ou elle va être totalement mise derrière des barreaux, ou discutée derrière des barreaux. Donc, le fait que ce soit dans l'égalité, j'ai un peu un doute niveau égalité là-dessus. Et d'autant plus qu'elle va devoir payer pour sortir, pour se représenter, pour prouver son innocence. Donc, permettez-moi quand même que votre loi a été écrite sans réalité du terrain, alors que c'est pas faute de dire que notre téléphone est disponible. Merci à vous pour les réponses et bonne soirée. Alors, je voudrais juste, si vous me permettez madame, juste répondre à cette dernière chose par un élément. C'est que la possibilité est offerte à tout citoyenne et citoyen, s'il considère que ses droits ont été bafoués, et là je parle pour le coup après, hein, après coup, de porter plainte contre une institution, contre un membre d'une administration quelconque, et qu'à la différence du système actuel, le jugement sera fait par un juge qui n'est pas de l'organe accusatoire. L'objectif de notre loi, la loi de Madame Denver, c'est de séparer l'organe accusatoire, le bureau du procureur, celui qui représente les intérêts de l'État, de la personne qui va juger toutes les affaires, à savoir désormais le bureau du juge. Voilà, madame. Merci en tout cas pour vos questions. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Tomé. Je m'en sors taxi. Donc, j'avais quelques questions. Je vais essayer pas trop, de me dépêcher de sélectionner. La première question, déjà, je vais vite. Est-ce que vous allez vraiment légaliser une loi qui autorise le délit de faciès et la discrimination? Et donc, je parle bien de l'article 2-1, le premier et le deuxième paragraphe, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez sur c'est pas ce que vous voulez dire, mais je pense qu'on n'a pas la même maîtrise de notre langue. Et si vous comprenez pas ce que vous avez écrit, je vous conseille d'aller lire un dictionnaire, parce que ce que ça veut dire dans ce texte-là et comment ça peut être interprété, c'est clairement un délit de faciès. Bonjour monsieur, merci pour votre question, même si en fait j'y ai déjà répondu, mais je vais répondre. J'imagine que vous faites référence au mot soupçonné. Et je vais, alors je peux pas, je vais pas regarder, mais comme j'ai dit, j'ai déjà répondu. Hein. Le, je vais reprendre. Le mot soupçonné existait déjà. Le mot soupçonné est à nouveau, toujours, quoi, dans la proposition que nous avons faite. Mais dans la proposition de travail actualisée que nous avons là maintenant, que je pourrais vous montrer là à la sortie de cette question-réponse, hein, d'accord? Ce mot-là a été enlevé pour mettre inculpé. D'accord? Laissez-moi finir. J'aimerais aussi rappeler un petit point qui a été dit au début de l'entretien, c'est que nous, on est là pour répondre vraiment à vos questions et on est ouvert à toutes les questions, mais on peut éviter les petits jugements de valeur du genre qu'on ne sait pas écrire ou qu'on ne sait pas lire. Je crois vraiment qu'on a fait tout le travail et que s'il y a des erreurs, on est prêt à revenir dessus. Mais pour le coup, votre question, j'y ai répondu juste avant, je me permets d'y répondre à l'instant. Ce mot-là, qui était déjà présent, est déjà enlevé dans la nouvelle version que nous proposerons. Voilà, monsieur. Ça veut toujours dire la même chose, hein. Votre truc là, c'est qu'une personne qui passe dans la rue, qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, que ce soit parce qu'il y a un appartement qui est braqué à côté, une supérette, je sais pas, et les flics pensent que c'est lui parce qu'il était à côté, et ben ils peuvent l'arrêter. Ça ne veut strictement rien dire. Ou pire, il s'éloigne de la supérette, puis le moment où les flics arrivent en voiture, et du coup ils pensent que c'est lui.
Alors, Mais bon, je... vous le prenez comme vous voulez, mais je alors, vous assure, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. bien sûr, monsieur, bien sûr, je vous en prie. Votre loi est soumise à interprétation et donc n'est pas une bonne loi, parce qu'une loi n'est pas soumise à interprétation de par sa définition. Mais bon, inutile de rester là-dessus. J'avais une autre question qui revenait un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure le monsieur qui est passé, pas juste avant moi, mais encore avant. Quand ça parlait de l'argent. Donc vous allez vraiment rendre la justice, qui est donc un droit fondamental, payant en rajoutant le coût du recours. Vous incitez donc les personnes à ne pas faire de recours, à ne pas demander la justice, qui est donc, je le rappelle encore une fois, un droit fondamental, à cause d'un coût en argent. Vous avez vraiment des finances à la ramasse pour demander ça, ce qui ne doit plus, je crois, pas le cas. Alors, encore une fois, j'entends je dirais la passion que vous mettez dans vos questions, mais encore une fois, je vais répondre clairement. La justice n'est pas payante. Je vais reprendre un petit peu l'ordre. Nous instituons les juges, une institution à laquelle vous pouvez faire appel en tout moment, si vous voulez porter plainte contre quelqu'un, car c'est cette institution-là qui jugera, une institution impartiale, indépendante, et qui est non pas, je dirais, employée ou autre, mais qui est bien nommée sur un mandat de 12 semaines. Première chose. Donc tournant. Deuxième chose, pour le recours vient, je le répète, dans un cas de flagrant délit, c'est-à-dire dans un cas où vous êtes arrêté et où il y a donc un minimum de preuves contre vous. Encore une fois, selon les agents de police, et je pense que juste pour votre toute première question sur la notion d'arrêté au faciès, je vous invite à vous diriger vers le bureau du procureur pour qu'il peut-être prenne le temps avec vous de voir ce que signifie vraiment cette phrase-là. Ils seront plus à même que moi, semble-t-il. Mais pour revenir à cette notion de justice payante, la justice ne l'est pas, la caution est là et uniquement là pour garantir que les personnes se rendent à leur procès qu'ils demandent dans le cadre, encore une fois, je le répète, je suis navré, d'une contestation d'un flagrant délit. Dans le cadre, par contre, d'une volonté de porter plainte où il y aura un jugement, ce jugement sera évidemment non payant. Et au passage, entre nous, monsieur, si vous pensez vraiment que le gouvernement va se faire de l'argent sur ce genre de choses au point de vouloir renflouer les caisses, je vous invite à venir au gouvernement juste 1 heure avec moi pour qu'on puisse voir ensemble le fonctionnement et voir les comptes. Et vous verrez que ça ne marchera pas comme ça. Là, vous n'avez pas du tout répondu à la question, parce que, et puis d'ailleurs, vous parlez de flagrant délit, vous ne l'avez pas écrit dans le texte, c'est pas écrit dans le texte, donc tel que c'est Oh, oui, c'est actuellement vrai. dans le texte que vous proposez, eh ben, on peut quand même parler de délit de faciès, et on peut quand même parler de justice payante dans tous les cas, et pas juste dans le flagrant délit. Et puis même si ça s'applique que dans le flagrant délit, excusez-moi, mais bah même la justice n'a pas à être payante. Mais inutile de répondre à tout ça, hein. Je vais juste poser la dernière question, puis ensuite je rends le micro. Euh, C'était par rapport au paragraphe que vous faites sur l'usage de la force. Vous définissez que, enfin, vous dites que les forces de l'ordre peuvent faire usage de la force pour arrêter quelqu'un. Donc ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas. Et si avant, ce n'était pas le cas, est-ce que ça veut dire que tant que votre loi n'est pas sortie, tout le monde peut faire un recours et demander à être des indemnités pour agression parce qu'un agent des forces de l'ordre l'a arrêté avec l'usage de la force? Si je peux vous répondre cette fois-ci, monsieur. Dans la loi actuelle, il est écrit que les forces de police ont le droit de faire l'usage de la force proportionnée face à une personne récalcitrante et qu'ils ont le droit d'utiliser des, si je ne me trompe pas, des pistolets paralysants. Nous, dans notre loi, on l'avait écrit tel quel. On est même en train de changer pour pouvoir mettre des moyens non létaux, histoire que ce soit plus générique et qu'il n'y ait pas que le pistolet paralysant qui pourrait causer des dommages cardiaques pour des personnes déjà cardiaques, etc., qui pourrait être contre-indiqué. Donc on veut laisser le champ des armes non létales aux forces de l'ordre pour qu'elles puissent utiliser en proportionnalité du
du méfait commis, enfin du besoin de force. D'accord, ok. Donc c'est juste moi qui n'ai pas compris que c'était un truc que vous modifiez, pas que vous rajoutez. Mais du coup, petite question là-dessus. Et pour l'usage des armes à feu, quand ils ont besoin de neutraliser quelqu'un qui leur tire dessus, par exemple, vous avez pas écrit ça? Je suis d'accord qu'ils ont le droit d'utiliser une arme à feu si quelqu'un leur tire dessus à la K-47, hein, je prends un exemple là. Mais du coup, c'est pas écrit dans la loi. Ils peuvent utiliser une réponse proportionnée. Ah oui, c'est Ça vrai, veut dire oui, c'est vrai. si on Mais, leur tire dessus en balles réelles, ils tireront à balles réelles, évidemment. Si vous mais du voulez coup, savoir fallait. exactement les procédures, etc., je vous invite à vous rapprocher des services d'ordre et du BDP pour savoir exactement quelles sont les procédures dans ce cas-là, si vous voulez être le plus informé possible. Mais il faut bien se rendre compte que tout ne peut pas être paramétré dans la loi et qu'il y a aussi des procédures internes aux forces de police. Donc si vous voulez le savoir plus en détail, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Bien sûr, mais du coup, dans la loi telle qu'elle était avant la modification, enfin telle qu'elle est actuellement d'ailleurs, c'est bien moyen proportionné, et donc maintenant avec l'usage de la force, il y a plus ce passage de moyen proportionné. Je me trompe pas? Du coup, ça voudrait dire que les forces de l'ordre n'ont plus le droit d'utiliser d'armes à feu. Enfin, si ça passe sans modification. Donc ça serait peut-être une petite coquille à modifier. Dans notre proposition, il y a écrit si le prévenu refuse de soumettre à l'autorité compétente un usage proportionné de la force peut être employé pour maîtriser l'individu. Nous avons repris. Euh, Ah oui. Bon, c'était tout pour moi. C'était pas proportionné là. C'était vous, pardon. Ah, d'accord. Najib Mira, j'ai une question très succincte à propos de cet usage de la force. Est-ce qu'on considère que l'usage proportionné de la force, ça prend en compte aussi les insultes faites aux policiers et ont-ils le droit de se défendre lorsqu'il y a des insultes, c'est-à-dire utiliser leur taser sur des individus menottés, par exemple? Je vous inviterai à vous rapprocher des forces de l'ordre. Ce n'est pas à la loi de répondre à cette interrogation, c'est aux forces de l'ordre, leur procédure interne et au bureau du PDP. Nous parlons de la loi des juges en plus, donc. Très bien, non, pas de souci. Merci pour votre réponse. Bonsoir. Reggie Taylor. Je voulais savoir, compte tenu de l'importance de cette réforme et de votre légitimité toute relative, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable que vous soumettiez cette réforme au vote populaire au travers d'un référendum? Bravo, monsieur Reggie, bonne question. Merci. Merci. Monsieur Lapi, je vais juste vous demander, évitez de crier, s'il vous plaît, en plein milieu de l'interview. Si vous avez une question, n'hésitez pas à venir, on vous passera le micro avec plaisir. Merci à vous. Alors, je vous remercie, monsieur, pour votre réponse. Je vais parler en mon nom. Un gouvernement, c'est fait pour gouverner, c'est fait pour proposer des lois. Encore une fois, Madame Denver l'a dit très justement, c'est une loi qui a été voulue dans des modalités sûrement différentes, mais par énormément de personnes. C'est une loi importante. La légitimité et le référendum fait que, comment dirais-je, il n'y a pas de subtilité dans le référendum, vous voyez. Là, on a une session où, au fond, on ne peut plus démocratique, on discute. Si vous croyez d'ailleurs que toutes les remarques là, on passe à trappe, c'est exactement le contraire. Ce que vous dites continue de faire travailler la loi. Encore une fois, le code des institutions est passé, mais c'est celui qui donne juste, je dirais, la fiche de poste et la définition de ce qu'est un juge. Mais comme vous l'avez, je crois, toutes et tous compris, un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement des juges apparaîtra dans le code judiciaire, et aussi dans d'autres éléments, des procédures internes du bureau des juges, etc. Dans beaucoup d'éléments, en fait. Et tout ça va être mis en place. La loi n'est pas parfaite. Si faut que ce soit très clair, la loi n'est pas parfaite, elle est jeune, elle va prendre le temps d'évoluer. Maintenant,
sur la notion de légitimité, le fait est que ce n'est pas un gouvernement illégitime. Le fait est que c'est un gouvernement qui est arrivé dans une situation difficile, mais qui a toute la légitimité pour gouverner et de la loi avec lui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et justement parce que on veut entendre le maximum de retours, que nous prenons le temps aujourd'hui de vous entendre et de répondre à vos questions. Et enfin, pour finir, une loi n'est jamais gravée dans le marbre. Comme l'a dit Madame la gouverneure, à charge d'un nouveau gouvernement qui considérera que cette loi n'est pas bonne ou que des éléments doivent être modifiés, de le faire, et etc., etc. C'est le processus démocratique à Saint-Andreas. Juste une petite précision, je n'ai pas dit que le gouvernement était illégitime, j'ai dit qu'il avait une légitimité toute relative, ce qui est quand même un petit peu différent de ce que vous avez dit. En effet, travailler un peu les mots, mais c'est aussi un peu comme ça qu'on peut le comprendre, et même avec une légitimité différente, il n'en reste pas moins qu'il a une légitimité pour le faire et que c'est censé, je dirais, dans sa fiche de poste, de proposer des lois aussi. Merci, monsieur. Et bonsoir, Maître Brennan, représentant du syndicat des avocats. J'avais une question sur le serment que les juges prêteront. Il est inclus le respect de la Constitution, mais de quelle Constitution parlons-nous? Oui, tout à fait. Merci pour votre question, monsieur. C'est très clairement une coquille. Elle est déjà enlevée dans la nouvelle version. Voilà. Donc on s'excuse de ce point-là. Tout à fait. Et j'ai une autre question. Il est dit que les bureaux du procureur prendra le rôle de l'accusation lors des procédures pénales. Je me demande comment le bureau du procureur pourra assurer cette fonction en ayant prêté, pareil, le serment de rester impartiaux dans les procédures. Alors, pour répondre à votre question, c'est un élément peut-être que Madame la gouverneure voudra compléter, mais quoi qu'il arrive dans le cadre spécifique où le procureur prend en charge l'accusation, il se trouve, et s'il y a une incohérence, et c'est ce que je disais juste avant, la loi est jeune et il peut y avoir des éléments qui sont encore modifiés. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le procureur a en charge désormais dans la proposition que nous faisons le rôle d'accusation entre guillemets, c'est-à-dire la personne qui va représenter les intérêts de l'État, qui peut se saisir d'une affaire, ce qui est déjà le cas, et mener l'enquête et porter la charge accusatoire. D'accord ? Donc s'il devait y avoir, et ça c'est en continuité encore dans le travail de la loi et de la mise en place, savoir s'il y avait une foncière incohérence entre ces deux points-là que vous évoquez, ça serait corrigé, mais l'esprit de la loi, c'est celui que j'ai dit. Le procureur accuse et le juge juge. Mais je vais laisser Madame la gouverneure finir. Et en effet, on peut être impartial tout en défendant quelqu'un. Dans le sens où on peut éviter d'être... impartial dans le sens éviter les conflits d'intérêts et être impartial vis-à-vis de... je dirais pas la vie de son client, mais tout simplement, être impartial en fait, vis-à-vis de la loi, défendre en toute impartialité, c'est possible. J'en suis convaincue. Si vous estimez que le serment du procureur est inadéquat et devrait être changé, avec plaisir, j'entendrai votre proposition pour le changer. Pour moi, être impartial, c'est ne pas prendre parti. Dès lors qu'ils prennent le rôle de l'accusation, il y a un parti pris. Si vous voulez. Dans ces cas-là, je l'entends qu'il peut y avoir une coquille. Dans ces cas-là, on peut changer le serment qui doit être prononcé par le procureur général. J'avais une autre question. Pour nous, je parle au nom du syndicat. Le changement qui était le plus important, c'était au niveau de la Cour de justice. Seulement, c'est le changement qui a été le plus mineur. C'est-à-dire que le seul changement qu'il y a eu, c'est que le président de séance sera un juge. Dans la dénomination des jurés, ce sera la même. C'est la même méthode de fonctionner. Et je voulais vous demander pourquoi il n'y a pas eu plus de changements au niveau de la Cour de justice. Parce que pour nous, la Cour de justice, avec l'arrivée des juges et les tribunaux et les procès qui sont tenus et présidés par un juge, la Cour de justice n'a plus
d'utilité, on va dire que dans un seul et unique cas, qui est un recours sur une décision prise contre un juge. Comme spécifié dans notre proposition de loi, la Cour de justice n'aura plus que d'action que dans ce cas-là. Dans ces cas-là, nous, on demande juste la présidence, on va dire le bon respect de la procédure par un juge, mais ce sera toujours 3 jurés qui tiendront le rôle de devoir déterminer un jugement, de devoir prononcer un jugement sur le recours d'une affaire contre un juge. Et j'avais une autre question, je reviens sur la majoration des 40% en cas de recours. C'est-à-dire que vous avez dit que si la personne était innocente, il n'y avait rien à craindre et que le but d'un recours était l'acquittement de la personne. Alors, en tant qu'avocat, je peux vous dire que le but d'un recours n'est pas forcément l'acquittement d'une personne, ça peut simplement être le changement d'un chef d'inculpation qui peut modifier beaucoup de choses derrière, du type certaines récidives, des notifications dans le casier plus ou moins longues, etc. Et donc, en fait, avec la majoration de 40%, vous transformez un droit fondamental, le droit de faire recours, en un privilège. Alors, sur votre dernière question, la possibilité en effet de requalifier une accusation lors d'un procès est tout à fait possible dans le cadre du juge. Peut-être que ce n'est pas clair ou peut-être qu'il apparaît que on ne parle que de l'innocence, mais en effet, ce cas-là existe. Mais dans ce cas-là, ça n'est pas la même chose. Et alors là, je m'avance peut-être, mais s'il y a changement dans la qualification, il me semble, et là je parle en mon nom, et c'est encore une fois dans le travail de mise en place de la loi, je le répète, c'est possible de devoir spécifier que cette majoration de 40% ne s'appliquerait pas parce que en fait le recours est justifié. Parce que le recours, mettons que le recours ce soit pour un braquage de supérette et que en fait la requalification soit uniquement en délit de fuite parce que en fait le braquage de supérette en effet n'est pas avéré et donc il ne peut pas être condamné pour cela. Bah, là pour l'instant, là où je vous parle, là où j'en suis, je considère que du coup le recours est justifié et que du coup il n'y a pas de 40% à payer. Mais le problème, c'est que tel que c'est écrit dans la loi, c'est marqué en cas de condamnation. Eh bien, si, encore une fois, s'il y a un élément à repréciser afin que ce soit clair, on le fera. Mais là, vous avez ma réponse à revérifier, à revoir encore dans la consultation que nous sommes en train de mener pour le code judiciaire. Mais je prends en compte votre remarque et ça me paraissait normal, mais peut-être qu'il faut que ce soit bien clair et ça le sera, monsieur. Et je voulais savoir aussi le délai des recours qui a été réduit de 72 à 24 heures, savoir la raison. En fait, parce que la procédure du jugement ajoute des jours, en fait, sur quelque chose qu'il n'y avait pas avant, et nous devons respecter le délai de 30 jours. Et pour ce faire, et encore une fois, ce sont des délais maximum, pour ce faire, on a été obligé de raccourcir certains éléments, à la fois l'enquête et ce dont vous venez de parler. Mais il faut bien que toutes les étapes de la procédure puissent rentrer, encore une fois, dans leur délai maximum. Et malheureusement, vous comprenez bien que 24 heures, c'est limite pour une personne qui n'est pas disponible ou hospitalisée ou en cellule ou au pénitencier. Cela peut potentiellement, et selon le cas, faire l'objet de négociations. Mais c'est encore une fois dans les alinéas de la loi et aussi dans l'exercice de la loi. Encore une fois, la loi va évoluer. Et je dirais que on compte sur vous, sur chacune et chacun d'entre vous aussi, pour pouvoir faire remonter aussi des éléments qui permettront son amélioration. Si on vous disait là maintenant que cette loi, elle est muable et qu'elle bougera jamais, j'espère bien que vous nous diriez quelque chose, quoi, vous voyez? Donc, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être une chose qui devra évoluer. Et encore une fois, madame la gouverneure, et je l'espère, tous les futurs gouvernements seront attentifs à ce que la loi soit juste, équitable et fonctionne correctement. Voilà, monsieur.
Ensuite, pour les accords entre parties, je voulais savoir pourquoi il fallait la validation de 2 juges différents et que, l'un des 2 juges pouvait à tout moment Excusez-moi, casser. Eh C'est bien, un je abandon pour reprends. moi là. Dans le cadre de l'accord à l'amiable entre 2 parties différentes, je demandais pourquoi il fallait 2 juges différents qui soient en accord avec, qui valident cet accord pour qu'il puisse se réaliser. C'est-à-dire qu'un juge, à tout moment, pouvait, annuler un accord, même si les 2 parties en présence l'ont signé, l'ont ratifié. Alors, je vous remercie, merci pour votre question. Ça permet de parler de l'accord à l'amiable, c'est assez intéressant. C'est un autre élément qui est un peu connexe à la loi des juges, qui permet de donner la possibilité à chacune et à chacun de trouver un terrain d'entente avant un procès, entre 2 individus dont l'un porte plainte contre l'autre, contre une, institution, contre une entreprise. Enfin, il peut y avoir d'autres cas, hein, qui sont couverts, c'est expliqué dans la loi. Et donc le point, vous faire référence, alors de base, de toute façon, dans la loi, c'était pas que ça devait être vu par 2 juges, c'était que ça pouvait l'être si une des personnes considérait que en fait, c'était pas bon ou que le juge le 1er juge, l'invalidait, qu'un autre voulait le voir. Bon, peu importe. En plus, cette chose-là a été enlevée, avec discussion avec, le bureau du procureur, ce matin. Donc, de toute façon, ce recours-là a été enlevé. Une fois que l'accord à l'amiable est validé, par un juge, voilà, c'est fait. Et sur quels critères se base-t-il pour valider l'accord? Alors, comme précisé dans la loi, la proposition, il se base sur, alors je vous parle de ça, je ne regarde pas mes notes en même temps, hein, pour pouvoir être pleinement concentré sur ce que vous me dites, mais, de mémoire, c'est sur comment dirais-je? La légalité de l'accord. On sait jamais, pour avoir un accord, une clause justement de l'accord qui soit en fait illégale, et dans ce cas-là, le juge ne pourrait pas entériner l'accord, étant donné que l'accord, à force, doit être exécuté. Vous voyez, on pourrait porter plainte si l'une des parties pourrait porter plainte si l'accord n'était pas respecté. Et du coup, la justice devrait se charger de faire exécuter l'accord. Or, elle ne pourrait pas faire exécuter quelque chose d'illégal. C'est sur ce point-là majoritairement, ou sur quelque chose qui serait absolument absurde, mais c'est un cas sur 100 000, mais c'est au cas où. Mais dans la 99% des cas, elle sera probablement tout à fait ratifiée par le juge. Oui, c'est marqué en cas de montant, astronomique, comparé aux faits, Alors, le point 5 est enlevé, celui-là. Si vous parlez de ce point-là, il est enlevé. c'est tout bon pour moi du coup. Je vous remercie, monsieur. Et bonsoir. Petite question, tout d'abord sur le code des institutions, notamment sur le mode de nomination des juges. Est-ce qu'un juge peut effectuer plusieurs mandats consécutifs? Oui, en effet, c'est possible. C'est à l'Assemblée de décider si jamais dans les candidats, ils ont un ancien juge, de décider si jamais ils veulent le reconduire ou pas. C'est à la responsabilité de l'Assemblée. Nous ne limitons pas le nombre de mandats, nous laissons cette responsabilité à l'Assemblée. D'accord, et du coup, ça vous semble pas aller à l'encontre de ce que vous avez écrit, enfin, je suppose si le document de Wizal est bien le vôtre, concernant le renouvellement dans l'administration de la justice? En fait, ne pas imposer de limite, c'est que vous permettez pas forcément un renouvellement. On n'oblige pas non plus les personnes à se représenter à chaque fois et d'être toujours la même. Nous, ce qu'on donne, c'est la possibilité à l'Assemblée de le renouveler ou pas, de savoir si la personne fait son travail et respecte sa fiche de poste, et si l'Assemblée est contente de son travail, alors l'Assemblée peut continuer, la renominer, pardon, excusez-moi, pour un nouveau mandat. Et évidemment, il faut que la personne se représente et soit d'accord pour remplir. D'accord, ok. Prochaine question, toujours sur les fiches de poste. Quelle est la différence entre l'émission de mandat de perquisition entre un juge et un procureur? Les perquisitions suite à un flag sont soumises à la décision d'un procureur. Les perquisitions dans tous les autres cas, c'est soumise à la décision d'un juge. D'accord, donc les procureurs ne font plus de perquisition dans le cadre d'enquête en cours. Alors, les procureurs demandent
au juge le droit de faire une perquisition dans le cadre d'une enquête. Ils doivent étayer leurs propos et surtout le défendre, apporter des arguments et l'amener jusqu'au bureau du juge. Le juge émet ou pas un mandat de perquisition. Le seul et unique cas donc, qui reste au BDP pour émettre eux-mêmes le mandat de perquisition, ce sera dans le seul et unique cas d'une perquisition suite à un flag. D'accord, merci. Vous avez écrit ensuite dans le code judiciaire qu'il y avait un délai limite à la garde à vue. Pour autant, qu'est-ce qui se passe si le délai excède de 60 minutes? On n'a rien touché à la loi actuelle. D'accord, du coup, vu que Il y a la loi déjà un actuelle, délai, il y a déjà un il délai y a un délai maximal maximal, tout dans à la loi fait. actuelle. Il y a un délai maximal qui n'est jamais respecté, qui Vous estimez être quand... lésé à chaque fois. Attends, laissez-moi finir. Quand le temps est excédentaire, il est soumis au bon vouloir des procureurs sur est-ce que le temps excédentaire est retiré d'une peine de pénitencier, par exemple. En fait, tout ça, on pourrait dire que c'est pas légal parce que c'est pas écrit. Donc, ce serait peut-être bien de statuer sur la chose, ou alors mettez pas un délai maximal, quoi. Si jamais vous estimez être lésé et que c'est mal décompté de votre temps de pénitencier ou quelque chose, je vous invite à vous rapprocher du bureau du procureur pour émettre une plainte contre un non-respect de la loi et une faute professionnelle de la part du service. Mais justement, ce que je dis, c'est que c'est pas dans la loi. La loi, comment dire, je perds mes mots, excusez-moi. La date limite, enfin le délai limite, pardon, de garde à vue est dans la loi. Ok, sur ce point-là, on est d'accord. Ça marche. Alors, juste pour confirmer, on est d'accord qu'on peut être représenté par un avocat au tribunal? Oui. Ok, bah c'est tout bon pour moi. C'est encore moi, Maître Moser. Une question. Pour vous, c'est quoi un flag? J'entends personne. Oui, excusez-moi, je cherchais oui. la bonne façon de vous répondre. D'accord, ok. Un flag, c'est lorsque vous êtes pris en flagrant délit, donc c'est le raccourci de flagrant. Quand vous êtes pris en flagrant délit de commettre vous êtes pris sur les faits de commettre un crime. Crime, délit, mineur, majeur, enfin peu importe la terminologie que vous mettez à la fin. Mais c'est pris sur le fait. Donc, si une personne est dans une supérette et que la supérette se fait braquer, et que les polices arrivent, elles peuvent se faire arrêter. Sauf que c'est pas elle qui l'a faite. Est-ce que si elle a rien dans les poches, comment ils peuvent dire que le flagrant délit a été fait? Alors, pour le coup, là, monsieur, on dépasse un peu le cadre de cette loi-là. Ouais, mais non, mais vu que le problème, c'est que si dans la loi, c'est marqué que c'est les procureurs les bureaux du procureur qui peuvent faire des perquisitions sur des flagrants délits, ça veut dire que si ils arrêtent quelqu'un en flagrant délit alors que ils peuvent aller faire une perquisition dans sa maison, quoi. C'est déjà le cas en fait. Monsieur, surtout, en fait, c'est déjà le cas. Dans la loi actuelle, le bureau du procureur peut demander enfin, c'est pas demander, parce que il émet lui-même le mandat de perquisition, mais il peut faire une perquisition. Après, si vous voulez savoir exactement dans quels paramètres et sous quelles conditions les mandats de perquisition sont émis, je vous invite à vous rapprocher du bureau du procureur pour connaître leur travail actuel. Ok. Bonsoir. J'ai une question. Ça reprend. Ah oui. Sur les procès, les avocats auront-ils
accès au dossier d'inculpation de leurs clients afin de pouvoir réaliser correctement leur métier et pouvoir défendre leurs clients correctement. Merci monsieur pour votre question. Et alors je suis navré pour ma réponse par contre, mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas la réponse à votre question. Et c'est un point parce que pour cause de confidentialité et de sécurité par rapport à la transmission, maintenant c'est un point qui peut mériter une discussion, mais c'est la seule réponse. Et oui, ok, qui est déjà en discussion d'ailleurs, c'est vrai. C'est la seule réponse pour l'instant que je peux vous faire pour cette question, mais merci. Du coup, je vais me permettre de vous poser quelques questions également. Du coup, concernant la première nomination du premier juge, comment est-ce que vous souhaitez le mettre en place? Parce qu'on n'est pas forcément dans les calendriers. Justement, nous avons prévu dans la loi une mesure exceptionnelle si jamais un poste ou un mandat est vacant, et donc en gros, dans notre cas, c'est le cas. Il y aura une première nomination faite par l'Assemblée de manière exceptionnelle, et ensuite on arrivera à la 11e semaine de mandat où il y aura la vraie nomination, si vous voulez, enfin le vrai calendrier électoral, pardon, du prochain juge. Donc le premier sera en nominé exceptionnellement et le deuxième suivra de manière normale dans d'ici la fin de notre mandat. Très bien, merci. Enfin, une dernière question. On peut entendre parfois que les procédures pour tout le monde, enfin toutes les personnes impliquées, sont parfois longues, notamment dues à diverses raisons, par exemple des passages dans les hôpitaux ou ce genre de choses. Du coup, pour le moment, la loi du coup, sur les juges n'apporte pas vraiment de modifications là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres mesures sur lesquelles vous travaillez ou est-ce que c'est potentiellement prévu pour intégrer ce genre d'éléments? Justement, c'était une forte demande de la part, enfin c'est même pas une forte demande, c'est une une réquisition de la part des forces de l'ordre que nous n'entravions pas leur travail, dans le sens où nous n'aggravions pas la quantité de paperasse et de temps de procédure inutilement. Donc c'est pour ça que nous avons gardé le cas actuel, enfin la loi actuelle, pardon, sur les flagrants délits. Ça n'a pas été changé pour garder la même réactivité et le même temps de procédure qu'avant. Il n'y a que le changement en cas de contestation qui a été prévu, et nous faisons confiance aux forces de l'ordre pour pouvoir gérer ces cas les plus rapidement possible pour éviter d'entraver leur travail. Merci. Rebonsoir. Il me semble que dans la loi, la possibilité d'un référendum est établie. Pourquoi ne pas l'avoir fait en référendum? Puisque, de ce que j'ai compris, tous les avis qui sont passés sont contre cette loi, du moins certains aspects. Comme répondu précédemment, quand la question avait été posée sur pourquoi ne pas faire de référendum, un référendum, la réponse est oui ou non sur l'entièreté de la loi. Nous préférons avoir, comme ce soir, une réunion ouverte, publique d'information, sur lesquelles vous pouvez venir en précision parler d'un point qui vous embête, qui vous chagrine et où vous nous demandez une plus profonde réflexion. Le référendum n'oblige pas, en plus, dans la loi. Donc, ce serait encore plus compliqué, dans le sens où il ne nous oblige pas à le prendre en compte. Après, ce serait un suicide politique, et j'en suis tout à fait consciente, et que nous sommes tous conscients de ceci. C'est juste que ça n'en oblige pas. Nous préférons un discours et une discussion honnête, franche, en face de vous, et que vous puissiez nous voir, que nous puissions faire des modifications au fil de l'eau, plutôt que juste un référendum qui est oui ou non sur l'entièreté de la loi. Et nous n'allons pas faire un référendum sur chaque article, ce serait compliqué et inefficace.
je pense. Avec mon respect, vous pensez que c'est une discussion, j'ai plus l'impression que c'est une présentation type d'un PowerPoint. Merci à vous et bonne soirée. Alors, encore une fois, merci de ne pas faire de jugement de valeur. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent toujours poser des questions? Moi, j'ai une petite question depuis le début. Il y a plusieurs questions où vous nous avez répondu à nos questions que ça avait déjà été changé sur vos documents. Du coup, ma question est est-ce que depuis le début de la soirée, du coup, on pose des questions sur un document qui n'est déjà plus à jour? Nous n'avons pas non plus fait 45 changements dans la loi. Nous avons des retours tous les jours depuis que nous avons publié cette loi et que nous l'avons transmise aux personnes. C'est même plus que tous les jours, c'est toutes les heures. Donc oui, la loi évolue et la loi, nous prenons en compte les retours. Il n'y a pas non plus des modifications drastiques. On va dire c'est plus de la terminologie ou de la précision lorsque un article était imprécis. Donc, et quelques coquilles qui se glissent à droite à gauche. Donc, nous pouvons comprendre que ça peut être frustrant de vous entendre répondre nous avons déjà changé, mais c'est parce que nous avons déjà continué à travailler sur ce texte puisque nous avons déjà les premiers retours. D'accord. Et vous avez parlé donc d'un dialogue pour prendre nos retours. Pourtant, j'ai l'impression qu'à chaque question qu'on pose, vous justifiez vos lois. Du coup, je me demandais si vous comptiez faire une autre soirée de questions-réponses avant la mise en place du texte. Non, pas une autre soirée de réponses questions comme nous le sommes en train de le faire actuellement. Par contre, si vous voulez soumettre vos demandes et réquisitions, mes mails sont ouverts comme à peu près depuis le début. Eh ben, je vous retourne la même chose. Nos mails aussi sont ouverts au syndicat des avocats. Vous aurez pu nous convier. Dans le cas précis, je vous renverrai les modifications proposées par notre groupe. Voilà, merci à vous. Et merci à tous d'être venus ce soir pour assister à cette réunion. Restez du coup à l'affût de nos canaux pour retrouver toute cette session de questions-réponses et potentiellement plus d'informations prochainement. Merci à tous et bonne soirée.